Ce caméléon n'échappera pas longtemps aux chasseurs qui le traquent. Comme des dizaines d'autres, il finira bientôt prisonnier au fond d'un petit sac en toile de jute. Dans quelques jours, au Japon ou aux États-Unis, des collectionneurs dépenseront une fortune pour posséder une espèce aussi rare. Plus de 1 000 € pour un animal acheté 100 fois moins cher au chasseur qui l'a capturé. Ici, à Madagascar, on solde tous les jours la biodiversité. La faune, aussi unique qu'insolite de cette île du bout du monde, attise toutes les convoitises. Dans quelques heures, ce grossiste en animaux aura complété sa commande. Combien de grenouilles, de caméléons et de lézards a-t-il déjà palpé, mesuré et emballé dans sa vie? Chaque année, dans les forêts de Madagascar, plusieurs dizaines de milliers de reptiles, d'insectes et de batraciens sont capturés et transportés comme de vulgaires marchandises. Aujourd'hui, le commerce des animaux vivants est en pleine expansion, aux 4 coins de l'île. Pour les habitants de Madagascar, collecter des animaux et les vendre, c'est mettre un temps leur famille à l'abri du besoin. Bien sûr, ce ratissage contribue activement à la disparition de dizaines d'espèces. Mais comment faire autrement quand survivre est une priorité ? Oui. Regarde le caméléon. Tu vois un autre? Ah oui. Et même, regarde là, papa. Il y en a là aussi. Ça y est, t'es championne. Comprendre comment s'organise le commerce des animaux, en mesurer l'impact sur la faune sauvage et en pointer les éventuels abus, c'est le but de Jean-François et Isabelle Lagros. Depuis plusieurs semaines, ces 2 vétérinaires français sillonnent Madagascar en compagnie de leurs 2 enfants, Julie et Félix. Le vert bleu devant, vu, c'est en t'as train vu, de devenir turquoise, ça change? Regarde ses pattes, tu as vu? Il a comme 2 doigts, comme s'il avait des moufles un peu, tu as vu? Non, il a de chaque côté des 2 doigts, il a 3. Oui, après il a des griffes, mais tu as vu? C'est une espèce très rare du sud de l'île. Isabelle et Jean-François Lagros parcourent la planète depuis plus de 10 ans. Afin de sensibiliser le public à la préservation de la faune, ils publient régulièrement des articles et des reportages photographiques de leurs aventures. Tu as vu le bleu? Tu as vu le bleu turquoise? Regarde Julie, sous la gorge. Là d'où tu es, tu dois bien le voir, oui. Tu comprends pourquoi tous les collectionneurs du monde entier veulent en avoir chez eux? C'est pour ça que les gens les attrapent ici pour leur vendre et qui partent dans le monde entier. Autrefois, il aurait fallu plusieurs mois à un naturaliste pour recueillir des spécimens aussi rares. Aujourd'hui, en quelques minutes seulement, un collectionneur peut passer commande via Internet. Un fournisseur se procurera le spécimen demandé auprès de chasseurs qui n'hésiteront pas à le prélever au besoin dans une zone protégée. Il suffit d'y mettre le prix. Durant les années 90, 5 à 20 000 caméléons par an ont quitté officiellement l'île, au mépris des quotas fixés par les conventions internationales. Quant aux exportations clandestines, on ne dispose d'aucune donnée fiable à l'heure actuelle pour les quantifier avec précision. Une chose est sûre cependant, peu à peu, cette fantastique arche de Noé se vide de son patrimoine vivant, le fruit d'une longue et singulière évolution.
Il y a environ 150 millions d'années, l'île de Madagascar, dont la superficie représente à peu près celle de la France, s'est séparée de l'Afrique. Coupée du reste du monde par le canal du Mozambique et l'océan Indien, elle a vu se développer grâce à cet isolement une faune et une flore d'une grande originalité. Plus de 80% des plantes, plus de la moitié des oiseaux et jusqu'à 95% des reptiles malgaches sont endémiques. On ne les trouve nulle part ailleurs sur la planète. Tananarive, la capitale de l'île. C'est ici qu'Isabelle et Jean-François Lagros commencent leur enquête. Officiellement, à Madagascar, une vingtaine d'exportateurs sont habilités à exercer le commerce des animaux. Certains possèdent aussi des fermes d'élevage, situées pour la plupart dans les faubourgs de la ville. Une à deux fois par semaine, les exportateurs envoient d'importantes cargaisons en direction de l'Europe, de l'Amérique du Nord et de l'Asie. En se rendant à l'aéroport international d'Ivat, Isabelle et Jean-François sont persuadés d'en apprendre plus sur les rouages du commerce de la faune sauvage. Le hangar du fret, c'est par là? Merci. Oui, je souhaite bonjour. Vous allez bien? Bienvenue, ça va? Merci, oui. Bien, Pendant que Jean-François s'entretient avec le chef de la section eau et forêt de l'aéroport, la jeune vétérinaire assiste à une inspection dans le hangar du fret. Les caisses, elles contiennent chacune environ 1000 animaux, sont minutieusement fouillées. Vous les avez emballés quand? Cette nuit ou... La mission des eaux et forêts, vérifier que les animaux emballés correspondent bien au permis qu'ils délivrent. À Madagascar, le commerce des animaux est entièrement soumis aux autorisations et au contrôle de la Direction générale des eaux et forêts. Cet organisme fixe les modalités de commerce de toutes les espèces en appliquant les restrictions imposées pour certaines d'entre elles par la CITES, la Convention de Washington sur le commerce international de la faune sauvage menacée d'extinction. Ceux-là, c'est des animaux de terrain sec. De terrain sec. Donc ils supportent plus facilement aussi l'expédition. Ils risquent pas de se déshydrater. Voilà, c'est pas on ne veut pas de virus parce que oui, oui. Il faut un œil expert pour les reconnaître quand même. Hein. oui, non, c'est facile. C'est vrai, c'est facile. Oui, on connaît. Il y a toujours des caractères spéciaux pour l'espèce. Oui. Et donc là, au total, il y a combien d'animaux dans cette commande-là? Au total 2000. Oui, oui. Tous hors quota. Hors quota. Et sur cela, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de quota d'exportation. C'est soumis uniquement aux autorisations des eaux et forêts. Donc on peut exporter autant que les eaux et forêts délivrent d'autorisation. En dehors des espèces entièrement protégées ou soumises à des quotas d'exportation par la CITES, les eaux et forêts gèrent donc librement le commerce de la plupart des batraciens et des reptiles de l'île. Toute la question est de savoir si elle utilise ce pouvoir judicieusement. Certains animaux dont elle autorise l'exportation sont peut-être menacés d'extinction. D'autres, dont l'élevage en captivité est possible, demeurent interdits à la vente. Ces imperfections proviennent d'un manque de données précises sur l'abondance, la biologie et la répartition de beaucoup d'animaux. Moi, je suis allé voir le bureau des eaux et forêts. Bon, ils ont un petit bureau où il y a quelques saisies quand même. L'agent des eaux et forêts là, m'a dit qu'à son avis, il y avait peu de chances qu'il y ait des passages frauduleux, à part, si tu veux, dans les bagages à main, mais très peu apparemment. Donc
Qu'est-ce que tu as vu, toi? Bah, écoute, ils avaient quelques caisses qui étaient expédiées par un des opérateurs, là. Oui. Donc les agents des eaux et forêts ont fait leur contrôle, ils contrôlent les espèces. C'était à destination de quel pays, tu as vu, toi? Il y en avait un pour l'Allemagne et un pour les États-Unis. Alors ça, ce sont des envois qui se font hors réglementation internationale. Tous ces animaux-là, il n'y a pas de réglementation internationale. Donc c'est laissé au libre arbitre, en fait, de Madagascar. Voilà. Jusqu'où ce libre arbitre peut-il aller? Pour le savoir, les deux vétérinaires décident d'entrer en contact avec les exportateurs. Mais les joindre s'avère plus difficile que prévu. Bon, bah écoutez, dites-lui que j'ai appelé. Merci bien. Au revoir. Bon, sa sœur cette fois. Hier c'était sa mère. 3, 10. Allô, bonjour. Isabelle Lagros à l'appareil. J'aurais voulu parler à Madame Soavel. Ah, elle n'est pas là. Vous avez pu lui transmettre mon message hier? Oui? C'était pour essayer de lui rendre visite? Ah, vous savez pas si elle a le temps? Elle est très prise, oui. Ben oui, ça fait déjà plusieurs fois que je lui téléphone. Bon, mais écoutez, dites-lui que je l'ai appelé. Merci. Au revoir. Bon, ben là sur les 19, il reste plus grand monde, hein. Et les autres sur cette page-là, soit ils répondent pas, soit ils me disent que c'est difficile en ce moment parce qu'ils n'ont pas les quotas. Donc ça laisse plus grand monde en fait, hein. Un peu plus tard, une autre expédition a lieu à l'aéroport. Une nouvelle opportunité pour les deux vétérinaires de glaner des informations. Bonjour. Jean-François. Ça va? Très vite, ils engagent la discussion avec un jeune malgache, Élie Zafizandri. C'est quoi, c'est... qui part pour vous, ce que tu fais là. Quel pays? Canada? Canada? Et toi tu es exportateur? Non? Qu'est-ce que tu fais, toi? Ton travail, qu'est-ce que c'est? Un collecteur, alors, c'est ça? Ah oui. Ah bon, toi Fournisseur tu es aussi? fournisseur. Toi tu as amené les animaux. Est-ce que tu descends sur le terrain? Tu vas aller chasser des animaux? Jeudi ou vendredi? Est-ce qu'on pourrait venir avec toi sur le terrain pour voir comment tu travailles? Oui? Ah, ce sera avec C'est vrai? plaisir. Trois jours plus tard, la famille Lagros est sur le pied de guerre. Dans quelques heures, Isabelle et Jean-François retrouveront leur contact. Depuis le début de leur investigation, c'est la première piste sérieuse qui se profile à l'horizon. La possibilité de remonter toute la filière du commerce des animaux vivants, de la forêt où ils sont capturés, jusqu'au hangar de fret avant leur chargement dans l'avion. Une occasion unique de découvrir le système de gestion de la faune malgache dans son ensemble. Amboasari, un village à 175 km de Tananarive. Tiens, voilà. Ah oui, il est là. Il avait dit au carrefour, il est au carrefour. Bonjour. Bonjour Élie. Ça va? Ça va, oui, ça Tu va. vas bien? Tout va bien? Les ponts, ça va? C'est Ah ouais, ça va. Une pompe à des déviations, donc tout droit. tout Réparé? Réparé. Et combien de temps d'ici à... Maximum à 2 heures de temps.
D'accord. Ok. Et allez, monte, comme ça on y va vite. Le voyage est loin d'être fini. Après 30 km de piste, il faudra encore marcher plusieurs heures pour rejoindre le campement d'Eli et de ses chasseurs. Capturer des animaux vivants est toujours une course contre la montre. Le temps presse, mais les enfants ralentissent la progression du groupe. À l'approche de la forêt, Eli accélère la cadence. Il ne lui reste plus qu'une vingtaine d'heures pour remplir son contrat. Tout a commencé il y a quelques semaines, quand un exportateur de Tananarive a reçu une grosse commande d'un client étranger. Plus de 2000 animaux, tous hors quota. Essentiellement des grenouilles et des uroplates, encore abondants dans la forêt de Fierenan. Après avoir obtenu l'autorisation des eaux et forêts pour cette commande, l'exportateur a loué les services du collecteur opérant dans cette zone. Puis, le collecteur a engagé Eli et ses chasseurs. Depuis l'aube, par petits groupes, ils collectent les animaux commandés. Jusqu'ici, tout a l'air en ordre, à un détail près. Depuis quelques semaines, la chasse est officiellement fermée. Et pourtant, ces hommes ne braconnent pas. Ils ont une autorisation des eaux et forêts. Comment une telle aberration est-elle possible? En fait, l'autorisation délivrée par les eaux et forêts mentionne juste la liste et le nombre d'animaux commercialisables, ainsi qu'une date limite d'exportation, qui parfois se situe au-delà de la période légale de chasse. Or, à Madagascar, cette période est celle du gibier, en général. Elle est inadaptée aux reptiles et aux batraciens. Comme l'exportateur ne dispose pas des infrastructures nécessaires pour maintenir ses prises très longtemps en vie, il attend toujours le dernier moment pour les faire ramasser en une seule fois. En général, l'exportateur choisit les mois propices de novembre et décembre au début de la saison des pluies. Pendant l'ouverture légale de la chasse de mai à octobre, les reptiles sont fragiles. Durant cette période, beaucoup de caméléons adultes sont à terre pour hiberner. Pour les trouver, ces chasseurs éprouveraient beaucoup plus de difficultés qu'aujourd'hui. À la tombée de la nuit, Eli, Isabelle, Jean-François et les enfants ont enfin rallié le campement. Qu'est-ce qu'on entend là, Eli? Myrien. Les Muriens? Lesquels Lémuriens, tu sais? Non scientifique des Myrien. Myrien تكيت. Varika? Varikan, Amalgas, Varikan. Bufana. Babacout? Babacout. Non scientifique. Indri, Babacout. Le microcébus, il ne fait pas de bruit. Le cri du microcébus. Quel bruit il fait? Le grand microcébus. Le petit. La leçon de sciences naturelles sera de courte durée.
Après les espèces diurnes, les chasseurs traquent maintenant les animaux nocturnes. Pourtant, la loi malgache interdit formellement la chasse de nuit. Mais attraper en plein jour cette uroplate parfaitement camouflée est difficile. La nuit, ils apparaissent plus facilement dans le faisceau des torches électriques. Lignatus. Qu'est-ce que c'est ce Lignatus. Mâle ou femelle? Femelle. Femelle, jeune. J'ai envie de le laisser sur la banque. Sur leur fougère. C'est tout fragile. Quel dommage. Il a sauté sur toi. Ça, Il y en a trop, il y en a partout. La torche éclairée. À peine à quelques mètres de là, les yeux perçants d'Eli ont débusqué une nouvelle proie. Il s'agit d'un autre uroplate, un Uroplatus fimbriatus, une espèce qui ne chasse que la nuit. Uroplatus fimbriatus. Le temps d'un dernier repas et les chasseurs lèveront le camp pour livrer le collecteur. Regarde, c'est du sucre. Je reviens pas parce que moi je les suivais, je n'ai absolument rien vu. Quand on a marché avec eux, je n'ai pas vu un seul animal avant qu'ils ne nous l'aient montré. C'est connu? On s'est connu? Papa, C'est connu. tu vas voir les animaux? Oui, on va voir ce qu'ils ont chassé. Avant le départ d'Eli et son équipe, Isabelle et Jean-François souhaitent évaluer exactement le nombre d'animaux capturés. Qu'est-ce que c'est cela? Brochésia spersillaris. Spersillaris? Oh, il est beau. Et celui-là, c'est quoi? À Madagascar, certains exportateurs font aussi de l'élevage. Pour cela, ils obtiennent des eaux et forêts des permis de collecte de reproducteurs et de femelles, parfois même pour des espèces protégées et non exportables à l'heure actuelle. Ils espèrent que la législation changera dans un avenir proche, afin d'obtenir des débouchés commerciaux pour les jeunes nés en captivité. Regarde comme il est beau celui-là. Regarde. Papa, tu le prends? Prends, papa. Dans une nuit, Eli, tu peux attraper combien de C'est fimbriatus? là que ça lui a fait À peur. peu près. Bonne chasse, combien de fimbriatus? 20 à 30. 20 à 30. 20 à 30 et 40. Et prix chasseur, combien? 85. 80-85. 80-85. Donc ça fait 400 €. C'est énorme. Bah, ça fait 400 € dans la nuit quand même. Ouais, ouais, ouais. 400 € divisé par 7 chasseurs, soit un peu plus de 50 € par homme pour une journée de travail. Un bon pécule dans un pays où le salaire de base est de 30 € par mois.
Jean Fidèle, le collecteur qui a engagé Élie et ses hommes, va se charger de l'acheminement de tous les animaux vers Tananarive en taxi-brousse. Pendant qu'Adrien, son assistant, dresse la liste des animaux capturés, Jean Fidèle examine les prises. L'argent que toucheront les chasseurs dépend de la taille et de la beauté de chaque spécimen. Afin de compléter la commande, Jean Fidèle attend d'autres livraisons. Dès que tous les animaux seront là, il les emballera précautionneusement. Dans moins de 48 heures, toute la marchandise aura quitté le sol malgache. Le centre de Tananarive, le lendemain après-midi. À peine revenu de la forêt de Fierenan, Jean-François se lance sur une nouvelle piste. Il est tombé sur l'article d'un quotidien malgache évoquant une saisie record d'animaux entièrement protégés. Pour en savoir plus, il a pris rendez-vous avec le commissaire principal, Lili Johanna Nerina Mariosa. Qu'est-ce que c'est? C'est un trafic de tortues ou Oui, bien sûr, c'est un trafic de tortues, puis ils ont été placés sous mandat de dépôt. Ah oui, et les tortues étaient destinées à quoi? À l'exportation ou D'après ce qu'on a vu ici, oui. et d'après les emballages, les emballages, c'est prévu pour l'exportation. Ah oui? Oui. Vous, quand vous avez récupéré les tortues, elles étaient scotchées comme ça Oui, c'est scotché comme ça, prêt à l'exportation. Ok, bah écoutez, donc pour en savoir un peu plus, il faut aller voir les eaux et forêts alors. Oui, oui. Hein? Oui. Bon, d'accord, bah écoutez, merci de m'avoir reçu. En quelques années, le trafic de tortues vivantes a pris une ampleur considérable à Madagascar. Pendant ce temps, à Ivat, les inspections des eaux et forêts ont commencé. Élie, qui a suivi le transport des animaux depuis la forêt, prodigue des soins au plus mal en point. Pendant leur trajet vers l'aéroport, la température a dépassé les 40 degrés, mais leur calvaire est loin d'être fini. La plupart d'entre eux n'arriveront à destination que dans 2 ou 3 jours. Déjà, les premières pertes sont à déplorer. Mais les collecteurs sont prévoyants. Ils fournissent toujours un surplus d'animaux afin de remplacer ceux qui meurent pendant le trajet. Les eaux et forêts autorisent cette collecte compensatoire à hauteur de 10% de la commande globale. L'inspection touche à sa fin. Tout est en ordre. Les certificats de sortie de territoire seront validés dans quelques instants. Officiellement, il n'y a aucune irrégularité à l'aéroport. Jean-François se rend à la Direction générale des eaux et forêts, bien décidé à découvrir ce que sont devenus les animaux saisis par le groupe d'intervention rapide. Aujourd'hui, les tortues sont aussi au cœur des préoccupations de Julie. La petite fille vient chercher les tampons encreurs que sa mère lui a commandés lors de leur dernier passage à Tananarive. Elle a choisi justement comme modèle une tortue de Madagascar ornée de magnifiques dessins géométriques et intégralement protégée, la Geokelone radiata. C'est elle qui fait depuis quelques années l'objet d'un vaste trafic.
Le contact de Jean-François lui a fourni des renseignements intéressants. Les tortues confisquées ont été placées dans un hôtel qui est un petit peu plus loin, où un gars a des animaux. Et il m'a appris par ailleurs qu'il y avait eu une grosse histoire de tortues, de trafic de tortues l'année dernière, et que ces tortues, elles sont maintenant du côté de Morondave, où elles ont été placées en attente en fait. Cap donc sur l'ouest de Madagascar. La région de Morondave, la prochaine destination des vétérinaires, se trouve en plein cœur du pays des baobabs, à plus de 700 km de Tananarive. Ici, Isabelle et Jean-François vont en apprendre plus sur un autre aspect du trafic animal. Un aspect moins spectaculaire que les démantèlements de réseaux de trafiquants, mais tout aussi important. Que deviennent les animaux après saisie? Cet homme, Henri de Holm, se bat justement depuis de longs mois pour sauver des tortues, d'anciennes victimes de contrebande. Bonjour. Bonjour. Ouais. Attends. Alors, elles sont là ces tortues? Tu vois? Oui. Donc là, au total, dans tous les parcs, il y a combien de tortues? Il y a un peu plus de 600 tortues. 600 À peu tortues, près 600. principalement des radiata. Et alors plus. le début de leur histoire, c'est? Oui, d'où viennent-elles? Il y a eu, De il y a eu trois un ou quatre. trafic, il y a eu... Voilà. Bon, elles viennent de 3 ou 4 régions de Mada, hein, entre Fort-Dauphin et Tuléar. Donc tu veux dire qu'il y a eu 4 espèces de tortues qui ont Donc été... de 4 zones différentes. qui ont Même. été expédiées... Donc qui ont été capturées, tout Ouais. simplement capturées dans la nature par des gens à qui elles sont payées 2 francs, 2 francs 50, hein, Ouais. enfin en euros. Oui, maintenant, ce je sont sais toutes plus. de toutes les manières des espèces entièrement protégées. Hein. Ce sont Toutes oui, les quatre. annexe 1, annexe 2 de la Convention de Washington. Oui. Vers Elles ont local. été capturées, Donc elles sont rassemblées. capturées, mises dans des sacs, n'importe comment. Hein. Elles sont parties dans les conditions qu'on peut imaginer, à travers brousse, à pied, machin chose, sans leur donner à bouffer ni rien. Et sont arrivées au port. Au port, il y a un bateau qui les a embarquées. Et il y en avait... Clandestinement, alors. Oui, oui, enfin... C'est difficile à dire clandestinement, parce que tu dis comment je fais pour embarquer 1200 animaux clandestinement sur un bateau, toi. Enfin bon, peu importe. Hein. Donc elles D'une sont, façon ou d'une autre, elles sont embarquées parties. sur un bateau à fond de cale, elles ont traîné pendant un certain temps hein, dans l'océan Indien ici. Ouais, ouais. Elles sont arrivées à la Réunion. Dans le bateau, elles n'étaient pas nourries, elles n'avaient pas d'eau ni rien, puisque de toute façon elles étaient Oui. clandestines, quoi, passagers clandestins. Donc elles sont arrivées à la Réunion. Et à là, la Réunion, il y a eu les douanes qui les ont saisies. Voilà, les douanes les ont saisies. Donc 1200 tortues saisies par les douanes à la Réunion. Non, alors 1028 tortues Oui. vivantes Oui. et 200 À peu près 200 cadavres, à peu près Ouais. 200 cadavres. Et donc il en est arrivé ici... Donc il en est arrivé ici 800 et quelques. Et en un an, il en est encore mort ici 200. une 200aine. Et donc toi, tu t'es mis martel en tête un peu de les récupérer pour le sol malgache, Voilà. comme patrimoine De toute malgache. façon, c'est normal, ils ont quitté le pays, c'est pas juste, c'est des tortues malgaches. Leur sort normal, c'est de les ramener à Madagascar. En réalité, les choses ne sont pas aussi simples. En vertu du droit international, un animal acquiert automatiquement la nationalité du sol sur lequel il est confisqué. Mais souvent, le nouveau détenteur des animaux ne sait pas quoi en faire. C'est ce qui s'est passé avec ces tortues, devenues françaises après leur saisie à La Réunion. Face à cette situation qui menaçait des animaux déjà bien mal en point, Henri de Holm a créé une association. Son but, rapatrier ces tortues à Madagascar. Petit boutique. On est le combien aujourd'hui? Malheureusement, d'autres complications se rajoutent parfois à ces querelles juridiques. Des problèmes d'ordre sanitaire qu'Isabelle et Jean-François connaissent bien. Quand ils voyagent longtemps hors de leurs frontières, il arrive que des animaux victimes de trafic contractent des maladies infectieuses. 1 an après leur retour à Madagascar, les séquelles du trafic sont encore visibles. La mortalité des tortues est toujours élevée. Leur retour à la vie sauvage comporte encore le risque d'introduire de nouvelles pathologies dans la nature. Un petit peu sur l'œil là. Peut-être mettre un petit peu d'antiseptique oculaire.
Voilà, impeccable là. Et on va faire symétriquement. Voilà. Voilà. En tout cas, il n'y a pas l'air d'avoir de sécrétion nasale. Voilà. Tu ouvres le bec par devant. Voilà. Là. Non, bah écoute, Voilà, ça a l'air ça de... va. Oui, ça va. Il y a une autre qui a quelque chose de plus ennuyeux ou pas? Non. C'est bon? Quelques jours plus tard, Isabelle et Jean-François, de retour à Tananarive, suivent une piste brûlante. Je pense qu'il faut arriver à le faire parler, non seulement sur le trafic des tortues, savoir d'où elles viennent, et qui les réclame en fait. C'est ça qui t'intéresse. Oui, c'est ça, à qui ils les vend, parce que lui, il en a pas mal ici, il t'a dit. Il m'a dit qu'il y en avait en 2 endroits, si j'ai bien compris. Oui. Là où on va, il n'y en a pas tant que ça. Je crois qu'il doit y en avoir peut-être une quarantaine. Il y en a d'autres ailleurs en ville. Il y en a au moins 150 de plus ailleurs dans un autre endroit. À force d'opiniâtreté, les 2 vétérinaires ont retrouvé la trace d'un trafiquant de tortues radiata. Par où? Quel côté? Je sais pas, il faut chercher. Le trafiquant, un revendeur qui se procure les animaux auprès de chasseurs locaux, leur a donné rendez-vous chez lui. S'il se fait prendre, cet homme risque une lourde peine de prison. Bon, tu nous les montres? On peut les voir? Elles sont petites, hein? Petites radiata. Elles sont magnifiques en tout cas. Et elles viennent d'où? Tuléa. Région de Tuléa. C'est toi qui les as ramassées ou tu les as achetées? Donc, toi, tu achètes aux chasseurs qui viennent de Tuléa combien? 5 000 francs? Ça fait moins de 1 euro. Tu vends aux trafiquants? 50 et 75. Entre 50 et 75. Tu les achètes moins d'1 euro et tu les vends 10 euros? Oui, d'accord. Beaucoup de trafiquants sont venus à Tana? Beaucoup. Beaucoup? Les autorités aux forêts, Oui. corruption. 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 Donc, export clandestin. Clandestin. Quelle nationalité? Thaïlande. Thaïlandais, beaucoup? Mafia thaïlandaise? Japonais. Japonais? Ah oui. Mais comment ça rejoint le Japon? Comment? Les grands bateaux au large, les bateaux voiles. Ah donc au large, il y a des gros bateaux qui attendent les bateaux à voile? Des bateaux qui ne viennent pas sur la côte, alors ils restent au large toujours. Les trafiquants Oui. payent beaucoup d'argent dans les aéroports. Ah oui. Les bateaux. D'accord. Exporter beaucoup. Est-ce que tu sais si, à part les tortues radiata, il y a trafic d'autres animaux? Inifora? Mais Inifora, c'est très rare. Toi, si tu achètes une Inifora, tu achètes combien? 700 000? 700 000, tu achètes une Inifora? Alors, une radiata... 100 euros. Donc l'Inifora, celle-ci, même beaucoup pas plus 1 rare. euro, l'Inifora, 100 euros. Les tortilles d'Inifora, c'est plus rare. La plus rare de toutes. La dernière grosse exportation, c'est en mars, c'est ça? Oui. 380 en 2002. Volé 380 tortues volées. Petit. Inifora? Et qui a fait ça? Quand tu penses qu'ils estiment qu'il en reste 1000 dans la nature, Oui. 380 se sont fait voler. Qui a volé? Thaïlandais. Thaïlandais? Après ces révélations explosives, Isabelle et Jean-François veulent en avoir le cœur net. Majinga, une zone portuaire du nord-ouest de Madagascar, est la dernière étape de leur investigation. Comme la plupart des grands ports de la côte ouest, cette ville, située à quelques milles nautiques des eaux internationales, est une plaque tournante de la contrebande d'animaux. Ici, toutes les cargaisons peuvent quitter le sol malgache. Il suffit de trouver un bateau et un capitaine complaisant.
Après avoir posé des questions à plusieurs membres d'équipage, les craintes d'Isabelle et de Jean-François se confirment. Sortir des animaux en fraude du territoire semble être un jeu d'enfant. Mais en fait, d'après ce qu'on avait appris, il y a des tortues qui transitent en fait par Majunga, qui sont collectées dans la région de Majunga, qui sont emmenées par Boutre jusqu'au sud du côté de Morondave et Morombe, et qui à partir de là partent sur des voiliers, sur des unités de pêche, qui sont des bâtiments de pêche qui sont au large et qui n'accostent pas du tout. Un port, ça reste par définition pratiquement incontrôlable, quoi, hein. En particulier ici, Tu vois, les boutres, qui on rentrent, peut qui pas- sortent. Très difficile de contrôler tous les transports de marchandises. Ils sont chargés à la main, il n'y a pas vraiment d'autorité qui soit là pour contrôler. Au terme de leur enquête, les deux vétérinaires ont encore une piste à explorer. Ils veulent savoir si l'élevage peut freiner la disparition d'espèces rares comme les caméléons et les uroplates. Mais sur la route, une autre découverte les attend. Aujourd'hui, à Madagascar, les feux de brousse et la culture sur brûlis font des ravages aux quatre coins de l'île. Oh, les chats. Félix, ça va toucher. C'est bizarre. Oh, regarde, il y a la colonne vertébrale encore. Elle a brûlé avec le feu. Tu vois, Julie, quand il y a du feu, tous les animaux qui sont lents, eh ben, ils peuvent pas s'échapper. Il reste quelques os, c'est tout. Chaque année, plus de 2 millions d'hectares de forêt partent ainsi en fumée. Oh, c'est des larves de gros papillons. Il faut être touché. Ça, c'est les Catastrophe. À leur échelle, les feux de brousse causent d'énormes dégâts sur la faune de Madagascar. Cette destruction du milieu naturel, couplée au prélèvement d'animaux à des fins commerciales, a des conséquences dramatiques sur toutes les espèces endémiques. Voici la dernière escale d'Isabelle et Jean-François. Une ferme d'élevage dont le propriétaire, André Perrieras, occupe une place à part dans le milieu du commerce animal. Ce naturaliste se passionne depuis un demi-siècle pour la faune malgache. André Perrieras croit à une exploitation durable des ressources animales de Madagascar. Ça, c'est une petite cage dans la grande serre. Tous les animaux sont dans des petites cages. Ah oui, alors le mâle n'a pas les mêmes couleurs. Selon cet entomologiste autodidacte, l'élevage est pour certaines espèces la meilleure solution de réduire les prélèvements excessifs de faune sauvage. Aujourd'hui, la reproduction en captivité à des fins commerciales d'espèces communes comme les batraciens ou les lézards est courante. En revanche, celle des caméléons est plus compliquée. André Perrieras en élève ici 7 espèces. Parmi elles, 2 sont particulièrement menacées. Et alors ça, c'est un caméléon qu'on peut élever, à votre avis, ou... Mais tous les petits que vous avez dans cette cage et dans les 2-3 autres qui sont dehors, tout cela sont nés ici? Tout cela sont nés ici, j'en ai eu jusqu'à 2000. Ah oui? Mais, alors, Mais attention, j'avais une volière qui faisait 80 mètres sur 45. Voilà. Ah oui? Une femelle pour 50 heures. Et 50 fois 15, ça fait quand même pas mal de petits à élever. Donc si les gens veulent en commercialiser plus, alors à ce moment-là, il faut qu'ils les élèvent. Il faut qu'ils les élèvent. Mais alors à ce moment-là, comment... Eh bien, il faut qu'il y ait un contrôle des eaux et forêts qui soit beaucoup plus strict qu'actuellement. Parce que s'ils ne viennent que tous les 3, 4, 5 ou 6 mois, ben, ce n'est pas la peine, on peut faire tout ce qu'on veut. C'est-à-dire on peut les remplacer, on peut les... Vous pouvez en recapturer dans la nature, vendre ce que vous avez et prétendre avoir fait l'élevage. Voilà, bien sûr. Donc en fait, il faut un contrôle très strict pour suivre en fait l'élevage, pour savoir s'il y a vraiment eu une naissance en captivité. Alors.
Devant la difficulté à différencier un caméléon prélevé dans la nature d'un caméléon né en captivité, la direction des eaux et forêts préfère en restreindre l'exportation à seulement 4 espèces, des espèces encore abondantes dans les forêts malgaches. Cette mesure décourage le développement de l'élevage, le seul moyen efficace d'épargner à terme la faune sauvage. Bien qu'il n'ait aucun permis d'exportation pour ces espèces nées en captivité, André Perrieras a démontré qu'il pouvait obtenir des résultats. Ses taux d'éclosion se situent aux alentours de 60%. Richard Ralezafi, le responsable de l'élevage des caméléons de la ferme, possède une qualité indispensable pour réussir, la patience. Ces œufs de Parsonie, une espèce protégée, vont éclore dans moins de 8 jours. Mais Richard n'est plus à une semaine près. 3 fois par semaine, il observe ces œufs depuis presque 2 ans, le temps nécessaire à leur maturation. Cette incubation très longue suffit-elle à expliquer le manque d'engouement pour l'élevage de nombreux exportateurs? Faute d'infrastructures adéquates, d'investissements et de compétences, beaucoup rechignent à se lancer dans l'aventure. Il sera toujours plus facile pour leurs chasseurs et plus lucratif pour eux de continuer à s'approvisionner dans la nature. Mais jusqu'à quand? Là, caméléon. Regarde. Là, c'est le manger. Regarde. Oh, c'est doux. Tu veux toucher? L'abondance des naissances dans cette ferme prouve que l'élevage est envisageable. Au prix d'une législation mieux adaptée, il pourrait même constituer une source de revenus et d'emplois pour Madagascar. Viens, on va voir d'autres animaux. On va voir d'autres animaux. Cependant, pour André Perrieras, une autre menace plus globale, celle-là, pèse aussi sur la faune de Madagascar. Est-ce qu'à votre avis, on peut continuer à prélever des espèces dans la nature pour le commerce sans que ça aboutisse à la disparition de certaines espèces? Là où les espèces ont souffert énormément, moi je suis arrivé à Madagascar en 1954, il y a bientôt 50 ans, et j'ai connu au moins 2 fois ou 3 fois plus de forêts qu'actuellement. La forêt est morcelée partout. Et ce n'est pas les exportateurs qui ont fait du tort à ces espèces, c'est la destruction de la forêt. Et la protection des espèces passera par la protection de la forêt. Le message est clair. La sauvegarde des animaux ne se fera pas sans conservation de leur milieu naturel et une législation efficace de leur commerce. Avant de quitter Madagascar, les 2 vétérinaires tenaient absolument à rendre visite au protégé d'André Perrieras. Plusieurs groupes de lémuriens, des propithèques de Coquerel, vivent à quelques kilomètres de sa ferme, dans une forêt d'une 30aine d'hectares. Le sanctuaire de l'entomologiste. Il a faim. Mignon. Tu peux le caresser, tu le doucement. Tu peux le caresser doucement. Alors que le reste du monde n'en compte que 3, l'île abrite plus de 30 espèces de lémuriens. Entrepris il y a plusieurs siècles, l'inventaire des richesses de ce temple de la biodiversité planétaire est loin d'être achevé. Pourtant, Madagascar pourrait un jour pleurer la disparition de ses trésors. L'équivalent de la surface d'un terrain de football disparaît ici chaque minute. Un commerce animal mal maîtrisé est un facteur supplémentaire d'appauvrissement. Un nouveau plan d'action mis en place avec les autorités internationales en 2003 donne un nouvel espoir. Mais suffira-t-il à cautériser les plaies de la grande île? Seul l'avenir le dira.